on va vous parler des camps d'internement dans le sud-ouest de la France. Donc l'expression lieu de mémoire est en fait assez récente puisqu'elle a été créée en 1984. Elle est définie ainsi: une idée significative, d'ordre matériel ou idéal, dont la volonté des hommes ou le travail du temps a fait un élément symbolique d'une quelconque communauté. Un lieu de mémoire est à la fois donc souvenir d'un événement, subjectivité, et objet d'histoire, objectivité. Certains sites, pourtant marqués par un passé fort, sont oubliés et ne sont même pas marqués par une plaque commémorative. C'est notamment le cas de certains camps d'internement de Vichy dans le sud-ouest de la France. Nous sommes donc posé les questions suivantes. Comment les lieux de mémoire peuvent-ils participer à une approche renouvelée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Dans quelle mesure contribuent-ils aujourd'hui à la transmission de cette histoire et de ces mémoires auprès des plus jeunes? On retrouve donc ces lieux de mémoire tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale. Donc d'abord avec le centre parisien du mémorial de la Shoah. Donc c'est un musée dont les fonds documentaires et les compétences sont au service de la transmission de l'histoire de la Shoah. Donc Shoah, ce mot hébreu qui signifie catastrophe et avec lequel on définit aujourd'hui l'extermination des 6 millions de juifs. Donc c'est Isaac Schneerson en 1943 qui a créé le CDJC, Centre de documentation juive contemporaine, et qui a permis de rassembler toutes les preuves, des preuves pour justifier ce crime. Donc ce mémorial est composé de plusieurs parties, donc on ne va pas y passer trop de temps pour ne pas raconter tout ce que vous allez dire ensuite. Donc on va juste dire qu'en fait il se résume en deux principaux axes. Donc un axe sur la collecte d'archives, c'est pourquoi il est un centre d'études et de formation. Et ensuite, un autre axe plutôt sur le recueillement, notamment avec la crypte. Donc il essaie de transmettre toutes les histoires des génocides du XXe siècle, avec notamment le dernier génocide, celui des Tutsis. Donc moi je vais vous parler de l'antenne sud du mémorial de la Shoah, et plus particulièrement de son monument situé à Toulouse, près des Jardins des Plantes. Donc l'antenne sud est née en avril 2008 à l'initiative du mémorial parisien. C'est la première en France et pour l'instant la seule antenne délocalisée du mémorial de la Shoah de Paris. Donc la mission de l'antenne sud est la collecte des archives, l'organisation de formation d'enseignants dans le primaire ainsi que dans le secondaire, l'organisation d'expositions réalisées par le mémorial parisien. Donc il récupère la plupart du temps des expositions qui ont eu lieu au mémorial parisien et il les expose à Toulouse. Et ensuite, il y a l'organisation de manifestations diverses autour de différents thèmes de la Shoah. Donc moi, je vais vous expliquer ce que symbolise ce monument. Donc il a été réalisé par l'architecte Michael Seban sur l'instance du Conseil représentatif des institutions juives de France-Midi-Pyrénées. Il fut inauguré le 9 novembre 2008 pour les 70 ans de la nuit de cristal. Donc il est composé de 6 colonnes représentant les 6 millions de juifs exterminés lors de la Seconde Guerre mondiale. De plus, les colonnes se font face à face 2 à 2 et représentent l'étude par paire de la Torah et du Talmud. Il s'agit de la loi orale. Sur chacune de ces colonnes se trouvent 2 phrases traduites en allemand, hébreu et français. Donc rebord écrit « Où es-tu? Où est ton frère ?» en référence à Abel et Caïn. Donc peut-être bientôt une plaque explicative près de ce mémorial, car en effet il est vrai qu'au premier abord que ce monument n'est pas facile à comprendre et suscite la surprise des passants. Il y a en effet un projet de plaque pour expliquer au plus grand nombre la signification de ce lieu qui est la plupart du temps inconnu, mais pour l'instant cela n'a pas abouti. Donc à Toulouse, il existe aussi un parcours de mémoire. Donc là, on peut voir le parcours de mémoire avec le monument de la Résistance, donc celui qu'on vous a parlé précédemment, l'ancien siège de la Gestapo, le monument du mémorial de la Shoah de Toulouse, donc c'est celui-là qu'on a parlé avant, et l'allée des Justes. Et donc ce parcours permet de mêler à la fois l'histoire de l'occupation des nazis à Toulouse, ainsi que les actions de résistance qui ont eu lieu à Toulouse. Donc maintenant on va plus s'axer donc sur les camps auxquels on s'est intéressé, c'est-à-dire Recébédou, Noé et Saint-Sulpice.
Ces camps d'internement français devraient trouver la place dans le champ des lieux de mémoire, comme Rivesaltes ou les Mines, mais on se demande plutôt pourquoi ils sont tombés dans un oubli relatif, puisqu'ils ne font pas partie de ce champ des lieux de mémoire encore. Donc l'historien Denis Péchanski distingue 4 phases dans l'histoire de ces camps d'internement français. Donc d'abord la logique d'exception de 1938 à 1940. Donc la loi du 12 novembre 1938 permet l'internement des indésirables étrangers et le premier camp est ouvert à Rieucros en Lozère. Parmi les premiers internés on trouve les réfugiés espagnols qui fuyaient le régime franquiste. Lors de la déclaration de guerre, ce sont les réfugiés des Allemands et des Autrichiens qui s'y ajoutent. Et puis, lors de la signature du pacte germano-soviétique, le Parti communiste est dissous et de nombreux communistes sont internés. Alors, les camps qu'on travaille, c'est Saint-Sulpice, juste ici, en dessous d'Albi, et je vois pas l'autre, Récébédou, là, et Noé. Donc après la logique d'exception, comme disait Alison, qui couvre les années 38 jusqu'à 40, il y a la logique d'exclusion. Donc ça commence à l'été 1940 jusqu'au printemps 1942. Donc c'est le gouvernement de Vichy qui mène cette politique d'exclusion. En fait, on sait qu'il y a environ 50 000 internés dans la zone occupée et environ 2 000 dans la zone sud. Donc le but c'était d'utiliser les richesses du pays occupé, donc la France, et assurer la sécurité des troupes. Dans la zone non occupée, cela permettait de regrouper et ensuite d'exclure de la société donc les soi-disant responsables de la défaite, aussi appelés les impurs ou les forces de l'anti-France. Mais Vichy n'aura pas les moyens d'entretenir ces camps, comme en témoigne la terrible mortalité des hivers 1941 et 1942. Donc, de 1942 à 1944 ont lieu les logiques de déportation et d'extermination. Elles commencent en janvier 1942 avec la mise en place de la solution finale votée lors de la conférence de Wannsee en 1942. Dès lors, tous les camps d'internement français, excepté Compiègne et Drancy à partir de juillet 1943, servent principalement d'antichambre de la mort pour les juifs français. Durant ces 2 ans, 320 000 juifs français furent internés, 76 000 furent déportés et seulement 2500 survécurent. Enfin, de 1944 à 1946 a lieu la logique d'exception, avec notamment le jugement des collaborateurs et le système d'épuration. Donc maintenant, plus précisément sur Noé et Récébédou. Donc pendant tous ces internements, il y avait beaucoup de critiques, notamment à l'étranger. Et donc pour faire taire toutes ces rumeurs, Vichy a décidé de faire des camps vitrines, camps hôpitaux, donc comme Noé et Récébédou. On les appelle aussi des camps semi-ouverts, puisqu'ils toléraient la visite d'associations caritatives comme la CIMAD ou encore la Croix-Rouge. Sauf que le manque de personnel médical, seulement 2 médecins pour 1400 internés, puis s'ajoute à cela le manque de médicaments, la sous-nutrition invite la propagation d'épidémies. Donc il y a beaucoup de morts et voilà. En effet, ce sont des camps hôpitaux seulement pour les autorités. Par exemple, le poète Claude Vigée, qui est venu par chez nous, décrit dans son carnet intime: allez cet après-midi au camp de concentration, soi-disant camp hôpital de Récébédou. Cela dépasse notre conception de l'épouvantable. On fait mourir de faim, de dénuement, de désespoir. Des milliers de juifs badois, polonais, autrichiens innocents de tous méfaits et auxquels on reproche seulement d'être de mon peuple. En 1941, le rabbin Capel fait lui aussi un rapport. En réalité, Noé et Récébédou ne méritent pas le nom de camp hôpitaux. J'attire l'attention sur l'infirmerie 23 du camp de Récébédou, où environ 35 malades ont faim et froid et vivent enfermés presque sans soins dans des locaux qui ont l'air de taudis plutôt que d'infirmerie. Donc en août 1942, année noire de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de déportations. Et donc pour Noé et Récébédou, on compte 3 convois qui partent justement vers Drancy. Donc ils ont lieu les 8, 10 et 24 août.
Parmi eux, il y aura 42 enfants. Donc la plus jeune a 3 ans. Le plus âgé, Paul Schaeffer, a lui 17 ans. Ce sera le seul qui survécu. Et puis suite à ces déportations, on a l'intervention de Monseigneur Saliège, donc, qui va dire donc, à ces associations caritatives de continuer leur effort, qu'ils apportent le plus de réconfort possible, donc soutien moral. Moi maintenant je vais vous parler du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe, donc, qui se situe dans le temps. C'est un camp qui est relativement différent du Recebedou et de celui de Noé, car il est dit d'indésirable. Donc en octobre 1939, à Saint-Sulpice, il y a la construction d'un camp de 20 baraques. Et le 16 octobre 1940, il y a le ministère de l'Intérieur de Vichy, M. Peyreton, qui le transforma en camp d'indésirables. Donc ces personnes dites indésirables, ce sont surtout des opposants politiques, donc qui proviennent surtout du parti communiste qui a été dissous. Mais fin août 1942, il y a les rafles de juifs étrangers qui ont lieu dans le Tarn, ce qui amène 226 personnes à Saint-Sulpice, hommes, femmes et enfants. Et en septembre 1942, il y a plus de 200 juifs qui sont transférés à Drancy pour être ensuite déportés directement à Auschwitz. Ainsi, du 16 octobre 1940 au 23 août 1944, il y a près de 4600 internés qui sont séjournés à Saint-Sulpice dans des conditions souvent très précaires, comme dans la plupart des camps. Il y avait le manque de nourriture, d'hygiène, de soins, de froid et surtout l'ennui. Alors c'est un camp qui est assez petit par sa taille et on passe